Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve un peu tard puisque le PSG rencontrait l'Inter à midi. Je travaillais, du coup j'ai lancé le replay à 19h en rentrant chez moi. À la base je voulais pas débriefer le match, mais pour la première fois depuis longtemps avec le PSG, je vais utiliser le mot progrès. Et forcément, comme il y a du positif à dire, je voulais pas louper cette occasion. On est tellement négatif à longueur de journée avec ce club qui nous fait péter les plombs que pour une fois, je voulais pas louper quand même le coche, voilà, et faire une vidéo où je vais dire du positif d'un Fabian Ruiz par exemple. Oui, aussi fou que ça puisse paraître, la prestation collective a été plutôt aboutie. Alors, comme d'habitude, hein, vous me direz, quand c'est mauvais, on sort cette phrase bateau, on va la ressortir parce qu'elle est valable aussi quand c'est bon, on tire aucun enseignement des matchs de préparation. Mais là, collectivement, j'ai trouvé que le PSG, notamment sur la première demi-heure, a été très bon avec des mouvements, que ce soit offensivement, défensivement, sur les phases de transition, qui étaient très homogènes, très bien gérés. Alors, tout ça est amplifié par le fait qu'en face, tu avais l'Inter, évidemment, qui en plus t'a mis pas loin de son équipe type. Je crois que sur les 11 joueurs, il n'y en a que 3 qui sont nouveaux et 8 qui étaient titulaires il y a 2 mois en finale de Ligue des Champions. C'est pas rien. Évidemment, le fait que tu sois en pleine préparation au Japon, donc bien sûr, il fait chaud, c'est difficile de répéter les efforts sur toute la durée du match, mais quand même, au niveau du coaching, Luis Enrique a plus attendu que sur les derniers matchs. Il y en a qui l'ont fini. Voilà, Skriniar par exemple, alors il est un peu fautif sur les buts, on peut remettre ça sur la fatigue parce que il a enchaîné les 2 matchs d'affilée. Lucas Hernandez pareil qui fait une grosse heure. Globalement, la grosse vague des remplacements qui arrivent sur le tard et qui est le tournant du match parce que si tu restes sur le tableau d'affichage, t'as perdu dans les 10 dernières minutes. C'est vrai qu'on ne peut pas omettre les trous. Kurzawa, le duo Danilo Skriniar, bien évidemment. Sur l'égalisation, je noterai aussi peut-être Warren, mais là c'est très dur, on y reviendra. Mais bref, dans tous les cas, dans sa globalité, c'est un match assez positif, encore plus au vu du matériel qui est à la disposition de Luis Enrique. Et en fait, quand je vois le craquage sur les 10 dernières minutes, je ne peux pas m'empêcher de penser au match contre Lorient, contre Lens, contre Lyon, contre Nice, contre Marseille, qu'on va jouer sur le premier mois en fait de Ligue 1. Lens fin août, Lyon le 3 septembre, Nice le 17, alors l'OM le 24, donc c'est quand même un peu plus loin. Mais ce que je veux dire par là, j'en reviens à la dernière fois que j'ai parlé d'Mbappé, quand je disais c'est cool de l'écarter du groupe pour le Japon, mais si derrière tu ne réussis pas à boucler un transfert et au 1er septembre tu dois le réintégrer, bah t'auras perdu du temps, il n'aura pas fait la préparation avec les autres, et peut-être qu'entre temps tu l'auras écarté des matchs contre Lorient, Lens, dans lesquels tu auras perdu des points. On sait que c'est quand même important. Il y a l'OM qui fait un mercato pas ridicule, voilà. Donc le titre, on le sait, se joue dès les premières journées. Si on l'a assuré la saison dernière avec Galtier, c'est parce qu'on a capitalisé sur nos 6 très bons mois, mais aussi les premiers matchs qu'on gagne quasi tous, à l'exception du nul contre Monaco. Et aussi en 2020-2021, on perd 6 points sur nos 2 premiers matchs, 2 défaites contre Marseille et Lens. Donc voilà, c'est là où je me dis, il va falloir se dépêcher de recruter parce qu'on est tellement limité en matière numérique que en Ligue 1, si devant par exemple on n'occupe pas mieux la surface de réparation, c'est vrai que ça risque d'être compliqué et on risque de perdre des points. Donc ce que je redoute, ce que je souhaite pas évidemment. Le PSG se présentait ce soir avec Donnarumma. Bon, en défense, ceci dit, on a quand même l'équipe type avec Hakimi, Marquinhos, Skriniar dans l'axe et Lucas Hernandez à gauche. Ça a de la gueule bien sûr. Alors au milieu, c'était compliqué ce soir parce que tu peux imaginer un 4-3-3 point de base. Moi, je vois plus le PSG vraiment se rapprocher du 3-2-5 de Pep Guardiola. Le problème, c'est que c'est pas un 3-2-5 parce que tes joueurs qui sont dans les demi-espaces, Fabian Ruiz et Vitinha, c'est des mecs qui se projettent pas comme ceux de City qui sont
aussi intrinsèquement pas aussi bon. Du coup, on peut parler, je sais pas, de 3-4-3, 3-2-2-3, comme on veut. Peut-être par moment un 4-2-3-1 avec Ruiz qui était numéro 10. Bon bref, c'était vraiment très très hybride, mais dans tous les cas, Ugarte, Zaïre Emery, Fabian Ruiz sur le côté gauche, avec Carlos Soler très excentré, Asensio faux numéro 9, Vitinha demi-espace droit avec Hakimi qui était le latéral évidemment qui monte puisque Luis Enrique te fait une espèce d'asymétrie avec le latéral gauche qui coulisse pour faire une défense à 3 à la relance et le latéral droit qui a plus de liberté. Achraf a fait une première mi-temps assez intéressante. On l'a vu centrer par moment. Alors le problème c'est que évidemment on n'avait pas de numéro 9. Carlos Soler et Marco Asensio ils sont gentils mais ils savent pas se déplacer dans la surface. Mais ceci dit on a quand même réussi à dédoubler et à centrer. L'année dernière on se posait même pas la question du numéro 9 parce qu'on n'arrivait même pas à déboucher sur des centres. C'est vous dire. Bon, le PSG commence très bien son match. Une grosse demi-heure. Pour moi, c'est pas la première mi-temps qui est bonne. C'est vraiment... Enfin, si, dans l'ensemble, le match est bon. Mais vraiment, le point d'orgue, là, c'est cette première demi-heure. Derrière, bon, le dernier quart d'heure est un petit peu plus à l'avantage de l'Inter. Et c'est logique, parce que tu es encore en pleine préparation, encore plus au Japon avec le taux d'humidité. On le rappelle, et le PSG qui a pris... un petit peu plus tard, avec des joueurs aussi qui sortent de blessures assez longues, Skriniar, Lucas Hernandez par exemple. Sur les relances, on voit, les adversaires, l'Inter encore ce soir, cible pas mal Donnarumma. Donc j'espère qu'il va progresser cette saison, qu'il ne fera pas d'erreur parce qu'il est clairement ciblé par les adversaires sur ses défauts. Mais, ceci dit, on a quand même vu des circuits de relance très travaillé, très élaboré, avec un Ugarte un petit peu plus entreprenant, disons. Ça, c'est plutôt pas mal. Au milieu de terrain, bien évidemment, du mouvement, des projections vers l'avant, que ce soit Ruiz comme Vitinha, il faut le souligner quand c'est bien fait. Sur les côtés, alors Achraf, c'était bien plus évident que Carlos Soler parce que lui, toujours aussi insignifiant. Et d'ailleurs, lorsqu'Enrique arrive, on peut se dire, ouais, Carlos Soler, il l'aime bien en sélection, attention, il va nous infliger Carlos Soler tous les week-ends. Là, on a déjà des premiers éléments de réponse sur le placement qu'il lui donne, qui est pas, voilà, ailier gauche comme ça, limite à coller la ligne. C'est pas trop les caractéristiques de Carlos Soler, donc c'est à sa décharge. Mais ça montre aussi que Luis Enrique, bon, c'est pas un des joueurs qu'il estime le plus, je crois. Bref. Mais dans tous les cas, voilà, vraiment, ce que Luis Enrique veut faire commence vraiment à se dessiner avec une aile très libre, un latéral voilà, qui est assez offensif, et une autre avec un ailier qui doit repiquer dans l'axe. Ce qui va dans le sens, en réalité, d'un départ d'Mbappé. Ou alors, si Mbappé reste, je vois bien Luis Enrique le mettre en numéro 9, en fait. Parce que du coup, ce qui se passerait, c'est que Neymar serait donc dans le rôle de Soler ce soir, sur l'aile gauche. Alors, c'est difficile à entendre, Neymar ailier gauche en 2023. Mais si tu lui demandes de repiquer dans l'axe, ça peut peut-être avoir du sens. Et aussi, s'il a les propositions dans l'axe de prise de profondeur et tout ça. À droite, évidemment, tu recrutes Ousmane Dembélé, qui serait donc le joueur un petit peu dynamiteur qui t'a manqué ce soir sur les phases arrêtées dans les 1 contre 1. Parce qu'en plus, tu as eu des situations d'1 contre 1. Le problème, c'est qu'il y avait globalement que Hakimi capable de prendre de vitesse, de garder le ballon sur 30 mètres. Évidemment, Ousmane Dembélé va faire du bien dans cette dimension-là. Donc, peut-être que ça va dans le sens d'un Neymar ailier gauche, Dembélé à droite, et en pointe, peut-être Mbappé s'il reste, peut-être le numéro 9 s'il part. Bon bref, ça c'était une espèce de projection. À la perte du ballon, alors sur les 30 premières, c'était bien sûr plus évident que sur le reste du match, parce que derrière les organismes étaient un petit peu émoussés, mais il y a eu quand même du pressing, un bloc qui bougeait ensemble, des mouvements qui étaient assez coordonné, avec un Marco Asensio par exemple investi. Ousmane Dembélé a des défauts sur le repli défensif. J'espère que Luis Enrique va réussir à le mettre au diapason là-dessus, parce que quand tu vois les 11 joueurs, comme ça a été le cas ce soir, s'investir, c'est plutôt pas mal, évidemment. Bon, offensivement, quelques mouvements, voilà, des prises de relais dans l'axe, comme je l'ai dit, des projections, des situations de centre. Maintenant, bien sûr, dans la surface, défaut de finition parce que
t'as personne qui globalement connaît la surface de réparation. Marco Asensio, en plus, peut faire mieux sur son poteau et globalement, tu as un déficit à la finition. Donc bien sûr, là-dessus, c'est la grosse priorité, mais je crois qu'au sein du club, on l'a compris. Peut-être aussi au milieu, de la créativité, quoi. De la créativité, et ça fait de la peine de ne pas voir Verratti rentrer une seule minute, parce que ça témoigne clairement d'un joueur en instance de départ avancée. Et j'espère que on a le remplaçant, quoi. Parce que Bernardo Silva, selon le Parisien, Adrien Chantegrelet, donc c'est un des journalistes fiables avec Quarez au Parisien, qui nous annonce ce soir qu'on a abandonné la piste Silva. Bon, ça m'a un peu attristé, ça m'a un peu inquiété, voilà, pas voir Neymar, pas voir Lee Kang-in. C'est vrai que ce genre de joueurs, on les aime pas, mais au milieu de terrain, ils t'apportent un petit peu de fantaisie, de folie. Et surtout de la créativité, quoi. C'est à double tranchant, hein. Bien sûr, il y a beaucoup plus de déchets dans leur jeu, mais de l'autre côté, ils sont capables de te faire les différences sur une passe, sur une action individuelle. Donc, il va falloir beaucoup de créativité dans ce milieu, assez amorphe dans cette dimension-là. Bon, défensivement, pareil, ça a été plutôt bon. Et là, en fait, là, tu as une vraie progression par rapport aux autres matchs. C'est vrai que contre Osaka, c'était lamentable, quoi, parce que les 3 buts, tu peux nous dire, oui, machin, il y a faute sur Endur. Mais le problème, c'est que Donnarumma fait tellement d'arrêts, tu concèdes tellement d'occasions, que les 3 buts, au final, c'est vrai qu'ils sont mérités. Or, ce soir, les 2 buts de l'Inter, ils sont bien payés pour eux quand même. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, ils ne rentraient pas dans la surface. Hein. Ils tiraient de loin. Et moi, j'aime bien quand ils tirent de loin parce que, ça veut dire que nos défenseurs sont bien placés, occupent bien l'espace, mettent la pression sur leur vis-à-vis. Et en plus, quand ils tirent de loin, ça met en valeur Gigio Donnarumma parce qu'il est bon sur les frappes à bout portant. Voilà, c'est mieux que de se prendre des centres avec son jeu aérien qui est un peu calamiteux malgré le fait qu'il soit super grand et imposant. Bref. En plus de ça, on a vu nos centraux sortir de l'alignement, suivre les décrochages. Alors ça, c'est une innovation qui était assez prévisible avec Luis Enrique. Ça va être difficile pour lui de la mettre en place sur la durée. Skriniar, je pense, est meilleur que Marquinhos dans cette dimension-là, même si c'est difficile parce que Marquinhos est plus rapide que Skriniar. Donc c'est peut-être plus difficile à entendre, ce que je viens de dire. Mais Marquinhos, malgré le fait qu'il soit plus explosif que Skriniar, est évidemment beaucoup plus précautionneux, frileux, n'aime pas trop suivre les décrochages et tout ça. Un Kimpembe n'aura pas de problème à le faire, mais Marquinhos un peu moins. On l'a quand même vu ce soir. Donc voilà, que Luis Enrique continue à bosser avec lui, ça c'est des séquences qui sont très intéressantes. Au milieu, tu demandes beaucoup de densité. Voilà. Bon alors, il y a le fait qu'il t'aligne pas moins de 5... oui, il y a 5 milieux, Soler, Vitinha, Fabian Ruiz, Ugarte ou Warren Zaïre-Emery. Au coup d'envoi, alors ça c'est évidemment pour répondre à l'Inter qui joue aussi en 3-5-2 avec 5 joueurs au milieu. Donc la volonté de Luis Enrique c'était faire du 1 contre 1, clairement sur tout le match. Et en début de vidéo je vous disais Warren sur l'égalisation parce que il lâche évidemment du fait de la fatigue, saut de concentration, son vis-à-vis. Bien sûr Kurzawa. Bon, alors Kurzawa, on s'est enflammé vendredi. Le Coco, il est arrivé aujourd'hui. Il a dit, les gars, merci pour les compliments, mais je vais vous rappeler qui je suis, à savoir un gros boulet qui n'a pas d'autre solution que de dégager. Bien évidemment, il a fait sa petite piqûre de rappel. Entrée cataclysmique. Bon, il y en a d'autres qui ont sombré. C'est vrai que Skriniar, Danilo, l'entrée. Mais de toute façon, Danilo Skriniar, c'est sûr qu'il y a tellement un déficit d'explosivité sur les premiers appuis que c'est assez compliqué d'imaginer une complémentarité entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que la perte de balle sur le premier but, tu as Endur qui suit son vis-à-vis, Kurzawa qui, mine de rien, suit Cuadrado en réalité, qui est son vis-à-vis, que Luis Enrique lui demande de suivre sur le match, évite à Cuadrado de se retourner. Problème, Cuadrado fait le bon geste, première intention pour Fratesi, qui est en relais, et Fratesi, Warren ne l'a pas suivi. Si vous reprenez le ralenti, c'est peut-être le petit défaut qu'on pourrait trouver à Warren niveau concentration, un défaut qui est complètement logique, et le reste de son match est évidemment très bon. Je pense que c'est déjà le meilleur milieu du PSG sur la préparation, le meilleur joueur.
Bon, je pense que ça peut se discuter aussi. Encore une fois ce soir, hein, bon, les appuis très toniques, l'utilisation du haut de son corps, la personnalité avec le ballon, la propreté, la sérénité, ballon qui le fait progresser. Bon bref, les superlatifs manquent. Vitinha ouvre le score sur une super frappe qui a rappelé celle contre Lens en avril dernier, donc c'est surprenant. Enfin, ça fait quand même 2 matchs de suite, donc ça va moins le devenir, surprenant. Mais au-delà de son but, voilà, il fait plutôt un bon match, il faut le souligner. Et c'était pas gagné parce que franchement, je fais partie des gens, comme je le dis, je me cache pas, je fais partie des gens qui pensent que Vitinha est meilleur plus bas sur le terrain. Mais finalement, voilà, dans ce rôle demi-espace, il a réussi à se libérer un petit peu. Fabian Ruiz aussi, notons. Alors, le problème, c'est que Fabian Ruiz, quand tu dis qu'il fait un bon match, tu auras toujours des gens qui viendront te contredire parce qu'il a ce langage corporel un petit peu agaçant, un petit peu décousu, un petit peu nonchalant, qui fait que beaucoup de gens vont te dire « Ouais, il fait pas un bon match, il ralentit le jeu. » Parce que les contrôles sont un peu longs, parce que machin chouette, c'est vrai qu'il est grand aussi, donc les jambes, c'est un peu plus pâteux. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé un joueur qui faisait des courses verticales, des passes vers l'avant la plupart du temps, avec vraiment une volonté de faire progresser le ballon. Et c'est pas gagné quand on sait son passif avec Luis Enrique. Hein. Il s'était engueulé en sélection espagnole et tout ça. Depuis, Fabian Ruiz n'était plus sélectionné du jour au lendemain. Et au final, le voir déjà jouer sur la préparation avec le PSG et ensuite faire ses petites performances, ça veut dire qu'il y a eu une discussion entre les deux et que la confiance est un petit peu revenue, disons. Donc ça fait plaisir. Bon, Solaire, match insignifiant comme d'habitude. Marco Asensio, notons bien évidemment le fait que dans la première demi-heure, c'est un des protagonistes de notre belle animation offensive. Voilà. Bon, tout simplement, c'était sa meilleure période depuis qu'il a signé au PSG. Alors, c'est pas encore flamboyant, hein, et il nous doit un but sur ce poteau, mais bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Achraf, comme je l'ai dit, plutôt bonne première mi-temps, assez tonique, assez explosif, participatif, et surtout, on l'a pas mal trouvé, donc ça c'est bien. Ugarte, bien sûr, j'allais pas oublier son bon match, parce que au-delà de son anticipation, de sa rigueur au duel, des ballons qu'il a récupérés, et ça, c'est des qualités qu'on connaît depuis le début, au-delà de ça, il y a 2 points. D'abord, le fait que, publiquement, il a avoué avoir des lacunes techniques. Donc déjà, plus personne pourra les nier. C'est comme l'année dernière, quand on critiquait le mercato de Luis Campos, ces mecs qui nous disaient « Mais non, attendez !» Bah non, en fait, même Luis Campos sur RMC, il t'a dit que c'était loupé 15 jours après. Donc voilà, quand même le protagoniste le dit, les critiques, je pense qu'elles sont quand même justifiées, il faut arrêter 2 minutes. Donc, il a accusé le coup, donc ça témoigne d'humilité. Et ensuite, justement, aujourd'hui, il s'est montré à son avantage sur des phases quand même avec ballon. C'est vrai qu'on a eu la possession la plupart du temps. Alors, il y a cette occasion, donc première mi-temps, c'est sur le poteau d'Asensio où il te fait l'ouverture. Il y en a une autre, une sortie de balle où il te fait un geste, un contre un, une différence qui fait qu'après il peut porter le ballon un petit peu vers l'avant. Donc voilà, tout ça est quand même assez intéressant. On espère qu'il va continuer à monter en puissance et progresser du fait de son jeune âge avec Luis Enrique. Si aussi il est bien entouré personnellement, Ugarte, ça devrait aller comme sur des roulettes. Voilà globalement ce que j'avais à dire sur ce match contre l'Inter. C'est dommage qu'on l'ait perdu en plus parce qu'on n'a gagné aucun des 3 matchs au Japon. J'espère quand même que jeudi à 10h du matin, on va gagner quand même contre l'équipe là, je sais pas quoi, à Séoul. Non, en Corée, je crois que c'est pas une équipe de Séoul. Avant Lorient qui quand même arrive à grands pas. Alors de source espagnole, Kylian Mbappé ne sera pas convoqué pour ce match-là. On espère avoir Ousmane Dembélé d'ici là. Hein, alors là, et franchement, c'est un dossier qui est lunaire ça, parce qu'en fait, au-delà de la clause à 50 millions, la clause La Liga, comme les gens l'appellent, qui était de 50 millions jusqu'à hier soir, qui est à 100 millions aujourd'hui, en fait, on apprend aujourd'hui qu'il y avait une clause privée, une clause secrète de 50 millions, voilà, que le PSG peut lever cette semaine. Et en fait, sur les 50 millions, ce serait plus 25-25 entre le joueur et le Barça, mais le Barça toucherait un peu plus que 25 millions d'euros, sans pour autant prendre les 50 dans leur entièreté. Bref, c'est un bordel sans nom. Je sais pas trop, enfin c'est très très difficile à suivre. Et honnêtement,
Je pense que là, on peut spéculer, on peut parler. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'attendre 3 mois, quand le dossier sera bouclé, quand le mercato sera terminé, et que les journalistes pourront parler, pourront donner les détails. Comme sur l'option d'Mbappé, enfin le fait que le contrat soit un 2+1 et pas de 3 ans, qui sort le 15 septembre, je crois, dans l'équipe, l'année dernière. Donc là, pareil, notons dans nos agendas, Xavi Simons, comment s'est déroulé le dossier, quelles clauses ont été incluses dedans, et Ousmane Dembélé, qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Ça, c'est vraiment deux choses qu'on va suivre après le mercato, parce qu'on a hâte de savoir les coulisses quand même de ce dossier qui paraît assez lunaire dans sa conception, dans sa gestion par le club aussi, parce que le problème, c'est que ça rajoute de la pression. Bon, si au final, le transfert est à 50 millions et pas plus, comme on pouvait le penser hier soir, c'est pas plus mal. Voilà, parce que 50 millions, c'est vrai que quoi qu'on en dise, ça peut se tenter sur un profil comme Ousmane Dembélé, vu son âge et tout ça. Mais de l'autre côté, ça fait tellement de bruit que on dirait qu'on recrute le joueur du siècle, alors qu'en réalité, on parle d'un mec qui a jamais dépassé les 10 buts sur une saison, qui disparaît un petit peu quand le niveau s'élève et qui se blesse la moitié du temps. Bon, bref, c'est vrai que c'est là où je me dis, bon, le storytelling, média, tout le bordel, c'est dommage, ça n'aurait pas. Enfin, je préfère quand les dossiers fuitent dans la presse quand c'est fait. Complètement. C'était le cas l'année dernière. Là, cette saison, ça l'est quand même un peu moins. Hein. Ugarte, pendant 10 jours, il y a le truc avec Chelsea, l'histoire de la lettre qu'on envoie parce que Chelsea propose une espèce de magouille au Sporting. Lee Kang-in, pareil, ça traîne pendant des semaines et des semaines, mais aussi parce que le joueur était en sélection. Bon bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, ciao les amis.